Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse et de décryptage de l'actualité politique nationale et internationale. Le ciel politique camerounais, jadis lourd des nuages de la crise anglophone et de la crise post-électorale, s'est éclairci ce jour avec l'amorce du grand dialogue national et les mesures d'apaisement qui ont été prises par le président de la République du Cameroun, Paul Biya. Ce soir, nous évaluons les recommandations adoptées lors du grand dialogue national ainsi que l'une des mesures de décrispation du climat sociopolitique qui touche en particulier les prisonniers du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui ont donc bénéficié d'un arrêt de poursuite décidé par le président Paul Biya. Je ne vous en dis pas plus, on prend le sommaire qui ce soir porte la signature de Gabriel Messina Fouda. 7 octobre 2018, 7 octobre 2019, cela fait exactement un an que s'est déroulée la dernière élection présidentielle au Cameroun. 366 jours sont passés, mais le deuxième à ce scrutin n'a toujours pas avalé la couleuvre des résultats du Conseil constitutionnel, lesquels donnent Paul Biya vainqueur avec plus de 71% des voix. Depuis lors, Maurice Kamto est resté dans la contestation des résultats, même si celle-ci lui a valu plus de 8 mois d'emprisonnement. Le patron du MRC, ses alliés et militants ont finalement été libérés ce samedi 5 octobre 2019 sous décision du président de la République. Une décision qui, si elle vise à décrisper l'atmosphère socio-politique, a été le fruit de longues négociations entre Paul Biya et son principal challenger. Finalement, la libération de Maurice Kamto a ravi la vedette au grand dialogue national dont les recommandations à l'issue de 5 jours de travaux ont été rendues publiques le vendredi 4 octobre 2019. Ce qu'on peut retenir de manière sommaire, c'est que la forme de l'État n'a pas été modifiée, les adeptes du fédéralisme ont été déçus. À la place, il y a l'accélération du processus de décentralisation avec l'attribution d'un statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le code de nationalité pourra également être modifié pour l'adoption de la double nationalité. De toute manière, ces mesures et bien d'autres ont déjà été déposées sur la table du président de la République qui devra les examiner avec minutie. Si elles sont adoptées, y aura-t-il retour à la paix dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest ? Quel est l'impact du grand dialogue national sur le devenir du Cameroun et des régions anglophones en particulier ? Autant de questions qui constituent l'ossature de cette émission. Invité sur la table du débat ce soir, le professeur Edmond Biloa, cet universitaire et professeur titulaire de linguistique, aujourd'hui vice-recteur en charge du contrôle interne et de l'évaluation à l'université de Yaoundé 2. Il porte ce soir la voix du RDPC. Autre invité, René Bonono Bakota, ancien membre de l'Association pour la défense des droits des étudiants. Cet enseignant-chercheur est secrétaire national aux relations publiques du Peuple uni pour la rénovation sociale. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun est représenté sur le plateau par Arnaud Parfait Manga. Cet homme politique est militant de première heure du MRC. La vérité des faits sera mise en exergue par Bertrand Oona, lui qui est journaliste éditorialiste à Royal FM. Voilà les décors plantés. Bon débat en compagnie de Cédric. À vous, Gabriel Messina Fouda. J'accueille nos invités en plateau. Je commence par ma droite, professeur Edmond Biloa, qui est avec nous sur ce plateau pour la première fois. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau ce jour. Le plaisir est partagé. J'accueille le deuxième invité qui est déjà avec nous sur ce plateau, un habitué ou presque, René Bonono Bakota. Il est le secrétaire national aux relations publiques du Peuple uni pour la rénovation sociale, le parti de Serge Espoir Matomba. Bonsoir, cher monsieur. Bonsoir. C'est un plaisir. Bonsoir, professeur.
Je vous remercie une fois de plus pour cette fleur que vous me faites. Alors, avec vous, on va parler de ces pourparlers qui se sont achevés le 4 octobre dernier, démarrés le 30 septembre, pour parler de 5 jours qui, dit-on, se sont terminés sous fond de satisfaction. Comment avez-vous vécu ce moment historique? Je parle bien sûr du grand dialogue national. Ben écoutez, je voudrais commencer par dire que vaut mieux un mauvais dialogue qu'une bonne guerre. Oui. Je crois que c'est important de le rappeler. Cela va conduire un peu la conception et même l'esprit qui m'a animé. Vous savez très bien que au niveau de la première phase du processus de ce dialogue, nous avons eu l'honneur d'accompagner Serge Espoir Matomba, qui a été reçu par le Premier ministre, une audience au cours de laquelle nous avons justement porté non seulement ce que nous proposions en termes de méthodologie par rapport au grand dialogue qui devait se passer, mais aussi les propositions en termes de sortie et de décrispation du contexte sociopolitique camerounais. Je voudrais donc dire que c'est dans un esprit citoyen, un esprit suffisamment attentif du côté du Palais des Congrès, parce que je dois rappeler que je n'avais pas été convié au dialogue, donc je le suivais à distance avec tous les autres Camerounais. Et pour autant que, vous savez, depuis que cette crise a commencé, nous, au sein du PURS, nous avons martelé plusieurs fois qu'il était important qu'il y ait un dialogue, que les Camerounais s'asseyent, au lieu de se retrouver avec de nombreux si vous voulez, des nombreuses pertes en vie humaine que nous avons enregistrées jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour moi, c'était déjà un satisfecit quand justement ce dialogue soit convoqué et qu'il puisse être entretenu, qu'il puisse se faire. Alors, le PURS avait posé un certain nombre de préalables, comme d'autres partis, au rang desquels le MRC qui d'ailleurs a conditionné sa participation à la libération de son leader Maurice Kamto. Vous avez néanmoins participé, malgré le fait que certains de vos préalables n'avaient pas été respectés. Écoutez, M. Djongwe, dans un échange ou un dialogue, ou alors dans une négociation, il faut savoir lâcher du lest de part et d'autre pour que les choses puissent avancer. Il ne faut jamais s'inscrire dans une perspective d'une personne qui veut tout gagner tout de suite seule, alors que la partie adverse n'est pas. Nous avons effectivement eu ces conditions, notamment la libération de toutes les personnes qui avaient été interpellées dans le cadre de la crise anglophone, qui était pour nous comme un signal important de la volonté réelle, ou du moins pour être complet dans la démarche qui avait été entreprise par le président de la République. Fort heureusement, nous sommes dans un contexte politique. Ça veut dire qu'il y a un système d'information que nous avions qui nous permettait de savoir que le timing que M. le Président de la République avait choisi était de le faire après ou pendant que le dialogue se déroule. C'est un acte politique qu'on ne peut pas en soi condamner parce que c'est un homme politique. Il utilise des circonstances pour pouvoir lui-même en bénéficier des lauriers. Mais ce qui était important pour nous, c'était cela. C'est-à-dire qu'il fallait effectivement qu'on arrive à cette description. Je crois qu'on arrivera à la question du MRC, moi qui m'a toujours affecté personnellement, parce que fort heureusement, j'ai mon ami Folefa, le Dr Folefa Christian, je manque jamais d'ailleurs de le dire chaque fois que j'ai l'occasion, qui est l'un des enseignants du professeur... L'un des collègues plutôt. Oui, collègue, enseignant, puisqu'en tant que vice-recteur, c'est son collaborateur. Donc, du coup, j'ai été heureux. Je l'ai reçu ce matin chez moi, parce qu'il est arrivé tôt le matin. J'étais davantage content, parce que ça permet de décrisper. Et je l'ai dit en entame de mon propos, vaut mieux un mauvais dialogue qu'une bonne guerre. D'accord, merci. Professeur Edmond Bilois, vous avez également observé ces 5 jours de travaux intenses au Palais des Congrès de Yaoundé, travaux qui se sont soldés par la mise sur pied d'un certain nombre de recommandations et des mesures. Selon vous, aujourd'hui, votre appréciation, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a été fait? Est-ce que ce qui a été adopté jusqu'ici concorde avec la vision du président de la République déclinée le 10 septembre dernier, au moment même où il convoquait ses assises? Oui, le président de la République, au soir du grand dialogue national, a d'ailleurs tweeté. Oui. Et dans ce tweet, il félicitait les participants au grand dialogue national. Je voudrais vous lire ce tweet. Allez-y. Le grand dialogue national qui vient de s'achever à Yaoundé vous a donné l'occasion de réaffirmer une fois de plus
votre attachement à la paix et à la concorde dans votre pays. Oui. De même qu'à l'unité et au progrès de celui-ci. Je voudrais vous en féliciter. Donc le président de la République a félicité les participants au grand dialogue national. Oui. Personnellement, j'ai été très content que le grand dialogue national ait pu se tenir. Oui. Vous savez que beaucoup de Camerounais étaient très sceptiques. Il a pu se tenir. Il a réuni les Camerounais du Cameroun. Il a réuni les Camerounais de la diaspora. Oui. Il a réuni les Camerounais, les anciens combattants des groupes armés. Donc, on a pu parler des problèmes du Cameroun et notamment de la situation de crise au nord-ouest et au sud-ouest entre Camerounais. Oui. Et il y avait aussi également des observateurs étrangers qui étaient là. Et je pense que c'est une très bonne chose. Oui. Donc la première victoire, c'est la victoire du Cameroun, qui a pu organiser le grand dialogue national lui-même. C'est-à-dire que ce sont les Camerounais qui ont organisé, ce sont les Camerounais qui ont participé. Ce qui a prévalu, c'est la liberté de ton. Au début, certains participants ont cru qu'on les avait mis dans une camisole de force, mais le Premier ministre les a rassurés tout de suite. Oui. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre tout sur la table, sauf la sécession. Alors, à l'issue de ces assises, il y a eu des recommandations qui ont été présentées. C'était le 4 octobre dernier par le rapporteur Félix Mbayou dans la première commission. On cite notamment l'adoption d'une loi qui prévoit l'utilisation équitable des deux langues dans tous les domaines de la vie nationale. J'interpelle le linguiste. Une telle loi est-elle suffisante pour promouvoir l'équilibre des deux langues dans les pratiques discursives des Camerounais au quotidien? Alors, les recommandations qui ont été faites par les participants au Grand Dialogue National sont des recommandations générales. Oui. Maintenant, il faut les mettre en application, il faut les implémenter. Donc, il faudra qu'il y ait d'autres Camerounais qui planchent sur ces questions-là et proposent des mesures d'application. Alors, comment est-ce qu'on parvient justement à trouver le juste milieu entre l'application de cette loi qui vise justement à promouvoir l'équitabilité des deux langues? Oui. Le français et l'anglais. D'ailleurs, la Constitution le dit. Oui. Les deux langues officielles sont d'égale valeur. Et plusieurs textes gouvernementaux, notamment, je pense au texte qui avait été publié par le Premier ministre Ayatou à l'époque, Oui. demandaient aux Camerounais d'accorder la même valeur au français et à l'anglais et demandaient aux Camerounais de publier les textes officiels dans les deux langues. Maintenant, ce que la première commission qui a planché sur le bilinguisme, la diversité culturelle, la cohésion sociale a proposé, c'est que le bilinguisme soit effectif dans le système éducatif, de la maternelle jusqu'au plus haut sommet de l'éducation. C'est en termes très simples, cette commission propose en fait que le bilinguisme soit appliqué partout où il y a des élèves, il y a des collégiens, des lycéens et des étudiants d'université. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'il y ait des écoles bilingues, des collèges bilingues, des lycées bilingues et des universités bilingues. Il y a également la question du bilinguisme dans les administrations. Oui, c'est très important. Et il est important que dans les administrations, le bilinguisme soit appliqué dans les textes qui sont mis à la disposition du grand public. Oui. Mais ce qu'il faut, c'est que si cette recommandation est appliquée, au finish, les Camerounais qui sortiront de notre système éducatif seront tous bilingues et le problème se posera de moins en moins. Donc c'est une recommandation extrêmement forte. Il va falloir que le gouvernement demande à ses enseignants, à ses chercheurs, à ses spécialistes de réfléchir à la mise en application de ces recommandations. D'accord, merci René Bonono. Au rang des recommandations, il y a les réformes, par exemple, dans le secteur de l'éducation, notamment le maintien des deux sous-systèmes éducatifs. Au niveau juridique, il y a la coexistence de deux systèmes juridiques, l'un hérité du droit romain et l'autre du droit germanique. On se rappelle qu'à l'orée de cette crise, il y avait des revendications de ces deux corps, notamment les enseignants et les avocats. Selon vous, est-ce que ces
deux mesures principalement au niveau de l'éducation et au niveau de l'application de la règle de droit. Est-ce que celles-ci pourront permettre de balayer le problème anglophone qui est exprimé dès le début des revendications de cette crise? Je crois que vous savez que parmi ces recommandations, une fois que j'ai fini de dire que vaut mieux un mauvais dialogue qu'une bonne guerre, il faut savoir qu'il y a des choses à un moment donné qui vont se contredire d'elles-mêmes. Parce que je pense que le professeur Biloa soulevait le fait que dans le système éducatif, il faudrait désormais qu'il y ait des lycées bilingues. Je dis que ça existe, même si aujourd'hui on a des lycées bilingues que la cohabitation entre deux sous-systèmes, pour la plupart des établissements qu'on appelle lycées bilingues. Oui. Dans un pays qui veut s'inscrire dans cette perspective de l'égalité du choix au niveau des langues officielles, la langue d'enseignement ou la langue d'apprentissage, on n'a pas besoin de dire lycée bilingue. Quand on dit lycée, ça veut dire qu'on sait que dans cet établissement-là, on enseigne le français, on utilise en même temps comme langue d'enseignement ou langue d'apprentissage le français et l'anglais. On n'a pas besoin d'avoir des universités, on va vous dire l'université Yaoundé 1 typiquement bilingue, les universités de Boya, de Bamenda sont typiquement anglophones, alors que les autres non. Je pense que il faut qu'on soit total. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que sur la question du système éducatif et du système judiciaire, d'un côté, on refuse en fait ce qu'on voudrait au niveau de la gestion de l'État. Parce qu'on a un fédéralisme au niveau du système éducatif camerounais, où on a complètement deux systèmes qui se côtoient et produisent, si vous voulez, chacun ses profils et ses produits qui côtoient le même marché, qui ne répondent pas forcément à la même demande ou alors, si vous voulez, à la même recherche des profils que les entreprises ou alors les employeurs recherchent. Nous, depuis, nous avons proposé au PUS qu'il faut harmoniser, il faut avoir le courage de dire qu'on doit harmoniser ces deux sous-systèmes. Le débat n'est pas dans l'outil qui permet d'arriver à l'objectif qu'on a assigné à l'éducation. C'est la philosophie qu'on a de l'éducation. Parce que tout part d'abord de ce problème, parce que les deux sous-systèmes ont des philosophies différentes complètement. Et de ce fait-là, parce que le système éducatif, qu'on utilise la langue, ou je ne sais pas moi, les autres éléments, le nombre de niveaux d'enseignement et tout ça, ce sont des outils qui permettent de progresser vers l'atteinte des objectifs qui ont été fixés. Mais ces outils-là traduisent en réalité toute une philosophie de l'éducation. Il faut donc commencer par questionner à quoi renvoie la philosophie du sous-système anglophone et à quoi renvoie la philosophie du sous-système francophone. Et qu'est-ce que nous, en tant que Camerounais, nous souhaitons par rapport à l'éducation. Et vous proposez vos propositions au niveau du PURS, oui. Deux choses. La première, c'est d'abord de pouvoir identifier le type d'homme qu'on voudrait former. Quel est le Camerounais qu'on voudrait avoir à la fin de son parcours scolaire? Lequel? Mais il n'est pas jusqu'aujourd'hui décrit. Quand vous lisez la loi de l'éducation du 14 avril 1998 et même celle du 14 avril 2001 sur l'enseignement supérieur, c'est des lois aujourd'hui obsolètes qui ne sont même plus adaptées à la réalité et à la volonté même de ce que le Cameroun voudrait faire. On a changé entre-temps deux stratégies sectorielles de l'éducation et de la formation, l'une de 2006 à 2012, l'autre de 2013. Et en 2020, elle est en cours de relecture actuellement, mais sans qu'on ait modifié vraiment la loi d'orientation de l'éducation. L'autre incongruité, c'est qu'on utilise deux lois d'orientation pour un même pays. Vous avez une qui s'occupe du scolaire et l'autre de l'enseignement supérieur. Nous avons dit, il faut d'abord déterminer le type d'homme. Quel est le profil d'homme que nous voulons pour le Cameroun? Pour nous, c'est un homme qui soit habité par une certaine liberté, une certaine autonomie dans sa façon non seulement de réfléchir, mais d'agir, qui est prêt à contribuer à la transformation de son environnement. Maintenant, la deuxième chose, c'est le type de société. Parce que l'homme qu'on forme, c'est pour faire fonctionner une société. Quel est le type de société que l'État du Cameroun a indexé jusqu'à aujourd'hui? On est dans un débat entre socialisme, entre ce qu'on pourrait appeler la droite, ainsi de suite. Ce n'est pas quelque chose de précis. Il faudrait que ces deux éléments-là soient clairement identifiés. Une fois que c'est identifié, la philosophie de l'éducation qui va conduire ou qui va être donc traduite par le système éducatif institutionnel, c'est-à-dire qu'on soit dans le formel ou dans le non formel, ça va être plus facile d'avancer. Mais tant
que nous formons des personnes sans savoir exactement pour lesquelles on les forme, je suis désolé, quel que soit ce que vous allez utiliser, que vous ayez dans le sous-système anglophone, qui pour moi ne sont que des outils, mais qui ne sont pas en réalité des fondements du système en lui-même. Or, aujourd'hui, je crois que le dialogue, on est encore passé à côté parce que il faut conserver absolument les deux systèmes. Et qu'on le veuille ou pas, on va arriver à une situation un jour, il faudra harmoniser ce système. Voilà. À vous, professeur Edmond Bilois, une cohabitation des systèmes anglophones et francophones, tant au niveau éducatif que judiciaire, selon vous, cela permettra de dissiper ces frustrations qui ont été exprimées au début de cette crise par la communauté anglophone? Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'harmonisation des systèmes. Vous vous souvenez qu'il y a un ministre, un collègue, un aîné dans la profession, Georges Ngango, à l'époque où il était ministre de l'Éducation nationale, qui avait essayé d'harmoniser les deux systèmes. Ça n'avait pas marché. Donc, les Camerounais se sont réunis au Palais des Congrès dans le cadre du Grand Dialogue National pour régler la situation de crise au nord-ouest et au sud-ouest. Et les anglophones au Palais des Congrès ont dit, pour l'instant, il n'est pas question d'harmoniser les deux systèmes. Il faut que les deux systèmes coexistent. Donc, pour que la paix règne, l'harmonie règne au Cameroun, c'est la solution qui a été adoptée aussi bien au niveau éducatif qu'au niveau judiciaire. Maintenant, il est tout à fait possible et même envisagé que la situation change dans 50 ans. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer. Parce que par le passé, les gens ont essayé d'imposer ce point de vue aux compatriotes anglophones. Et ça a débouché sur la situation que nous vivons aujourd'hui. Quand il y a une partie de la population, si minoritaire soit-elle, qui s'oppose à une politique, il vaut mieux attendre d'abord, il vaut mieux négocier, au lieu de faire croire aux gens que les systèmes en place sont mauvais parce qu'il n'y a pas d'harmonisation. Ces systèmes sont tributaires de notre passé, de notre histoire. De notre histoire, la France assurait la tutelle dans le territoire qui est aujourd'hui francophone, et la Grande-Bretagne assurait la tutelle dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. On ne peut pas balayer comme ça d'un revers de main ce passé. Par conséquent, il faut y aller doucement. Il ne faut pas croire que l'harmonisation des systèmes sera la panacée qui va régler les problèmes. S'il y a des partis qui se sentent mal à l'aise dans cette harmonisation, il vaut mieux attendre. Et je pense que les recommandations qui sont sorties du Palais de Congrès sont des recommandations sages. Ce sont des recommandations sages. Comment vous voulez demander à quelqu'un qui, lui, a étudié dans le système anglo-saxon et qui veut que ses enfants étudient dans le système anglo-saxon, et vous lui dites, bon non, abandonnez ce système-là, nous allons mettre en place un système qui va fusionner le système dit francophone ou d'obédience latine et le système dit anglo-saxon. Il faut aller doucement. Quand tous nos enfants seront parfaitement bilingues, le problème se posera avec moins d'acuité. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de nos enfants qui vont dans les écoles bilingues. Nous avons beaucoup de nos enfants, nous qui sommes francophones, qui étudient aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada, en Australie. De même qu'il y a les enfants de nos compatriotes anglophones qui étudient en France. Avec le temps, la situation va se décrisper. Et par conséquent, on pourra donc discuter sereinement de l'harmonisation des deux systèmes. On n'en est pas encore là. D'accord. René Bono de Bakota. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec lui. D'accord, on termine sur cette, sur cette question du système éducatif. Certainement, il ne m'a pas bien suivi. Georges Ngango, dont il évoque, a d'ailleurs perdu son poste parce qu'il a voulu, l'une des raisons étant qu'il a voulu forcer. Il ne s'agit pas de forcer. Les cadres de dialogue, comme ceux que nous avons eu au Palais de Congrès, ne doivent pas se faire tous les 25 ans.
justement, on doit pouvoir trouver des conditions. C'est des échanges. On est dans un pays de droit, on est dans un pays on est dans une république. Cela veut dire que on doit créer des cadres de dialogue pour échanger. Et dans votre esprit, il me semble que vous relayez le fait que je suis dans la logique où il faut imposer peut-être au sous-système francophone aux anglophones. Non, que nenni. Je suis en train de dire que on doit pouvoir nous-mêmes, vous savez très bien de quoi je parle, définir une philosophie d'abord de l'éducation. Parce que dans l'un comme dans un autre, c'est une question de finalité de l'éducation. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Si vous formez le système anglophone, le sous-système anglophone aujourd'hui, lui-même, il est éprouvé. Parce que, justement, la déferlante avec laquelle on se ruait vers ce système, on se disait, ben voilà, c'est plus facile, soit de sortir du Cameroun ou de trouver des emplois beaucoup plus facilement. Mais il y a des chômeurs de part et d'autre de ces produits du système. Oui. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, nous devons interroger la société. Je ne dis pas qu'il faut aller tout de suite et maintenant, mais il faut avoir le courage de commencer à échanger dessus. Voilà. Ça, c'est très important parce que, comme je l'ai dit, qu'on le veuille ou pas, on va pouvoir y arriver parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, aujourd'hui, on est dans une situation qui aurait cru qu'on pouvait arriver à une situation où on commence à parler du bilinguisme de la maternelle, du moins pour tout le monde, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui. On dit bilingue, ça veut dire que vous êtes à la maternelle, vous devez avoir des enseignants qui enseignent tant en anglais qu'en français et que les enfants doivent s'arranger à pouvoir comprendre, du moins par l'apprentissage qui sera injecté, à comprendre les deux langues. Au point où, que vous soyez dans un lycée peut-être francophone, vous n'avez pas de problème à ce qu'on vous enseigne de la mathématique, de la physique ou de la biologie, en français comme en anglais, indépendamment. Mais on est justement là dans l'harmonisation du système. Parce qu'en réalité, la langue d'enseignement est un facteur capital pour l'un comme l'autre sous-système. On dit d'ailleurs sous-système anglophone pour faire référence à l'anglais et sous-système francophone pour faire référence au français. C'est-à-dire que la langue d'enseignement et d'apprentissage devient donc des éléments extrêmement importants pour déterminer la logique de l'un ou de l'autre sous-système. Voilà, rentrons à présent dans la commission décentralisation et développement local qui a eu comme mesure forte le maintien de la décentralisation, mais une décentralisation plus accélérée. Ceux-là qui portaient l'idéologie d'un retour à la forme de l'État ont un peu été déçus. J'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'on a peur du fédéralisme au Cameroun ? Non. Après ce dialogue. Moi, je ne pense pas qu'on ait peur de ça. D'ailleurs, nous, au sein du PURS, lors de l'élection présidentielle, notre positionnement était clair. Nous sommes pour la décentralisation. Oui. Parce que la première chose que nous disons, c'est qu'on ne peut pas mettre d'un côté de la main, balayer d'un revers de la main, un outil de développement qui n'a même pas été véritablement implémenté. Oui. Parce que la décentralisation au Cameroun, on est à accélérer. Oui. Ça veut dire qu'en réalité, elle n'a pas encore commencé à être véritablement implémentée. Alors, sauf que nous étions à des assises où, effectivement, il y avait une grande communauté anglophone, je vais le dire, qui était pour cette option qui n'a pas été posée sur la table du débat. Non, elle a été posée, l'option a été posée, mais elle n'a pas été retenue. Elle n'a pas été retenue. Parce qu'elle a été posée, mais elle n'a pas été retenue. Elle ne figurait pas parmi les commissions, les 8 commissions. Non, c'était la décentralisation et tout. Bon, maintenant, à l'intérieur, quelle est la forme que doit prendre désormais la décentralisation? Est-ce que ça doit estimez qu'on aurait pu parler de décentralisation? Moi, j'ai aucun souci. Ce que j'ai toujours dit dans cette question, c'est que la décentralisation peut préparer au fédéralisme. Parce que si les gens n'arrivent pas à bien s'en sortir dans la décentralisation, il y a aujourd'hui, même au sein de l'opposition, on a 57 mairies que l'opposition gère. Oui. Nous avons aujourd'hui, les lois de la décentralisation donnent la possibilité, si vous voulez, aux différentes communes de gérer un certain nombre d'impôts qui n'est pas fait. La loi sur la décentralisation aujourd'hui donne la possibilité aux communes et aux mairies de gérer des questions, notamment sur le domaine de l'éducation, dont on évoquait le paquet minimum, la construction des salles de classe, ainsi de suite, depuis les décrets de 2010 signés par le Premier ministre qui transféraient les compétences aux communes. Oui. Je sors de Marois,
où j'ai séjourné pendant près de 2 semaines aujourd'hui, il y a jusqu'aujourd'hui des communes qui n'ont pas encore donné le paquet minimum aux écoles publiques. Alors, c'est pourtant un outil qui est prévu pour le démarrage de la rentrée. Alors, on parle du renforcement de l'autonomie financière des collectivités locales à travers la suppression du guichet unique du Trésor et l'allocation de 10 à 15% du budget aux collectivités territoriales décentralisées. C'est suffisant, selon vous, pour répondre Moi, je pense qu'au sein du PUS, nous avons posé un autre problème qui concerne la décentralisation. Mettez même autant de milliards que vous voulez, on aura la décentralisation de la centralisation. C'est-à-dire les comportements que vous retrouvez au niveau du centre, vous allez les retrouver au niveau de la périphérie, parce qu'il y a un problème d'hommes. Aujourd'hui, les communes ont un problème sérieux, ils n'ont pas une ressource humaine suffisamment importante pour pouvoir adresser ou transformer les biens de l'environnement en des biens de développement. On pourra donner cet argent aux communes, mais tant que nous avons des comportements de gestion au niveau des communes que nous avons actuellement, le problème se posera toujours. Il est donc important de faire, si vous voulez, un jeu de dialogue entre ces différentes situations qui permettent d'avoir une décentration de qualité. Un, la qualité d'hommes qui arrivent à la tête des mairies. Deux, provoquer ce que nous avons appelé au plus une fonction publique locale. Parce que c'est très important d'avoir de la ressource, vous pouvez avoir de l'argent. Moi, je suis arrivé dans un établissement, on vous dit, je me rappelle, j'ai assisté à un jumelage de 2 communes, la commune de Yaoundé 2 et la commune de Saint-Omer en France. Quand les deux se retrouvent, pendant que vous avez une commune de l'autre côté qui vous apporte tous les techniciens possibles de la commune, les responsables de la carte, les responsables de ceci, on vous envoie le responsable des chargés culturels du côté de la mairie de Yaoundé 3. Ça pose un problème. Ça veut dire qu'à un moment donné, soit la façon dont on manage les ressources disponibles pose problème, soit alors il y a un problème de ressources à l'intérieur de ces communes. Ces 2 éléments, pour moi, me paraissent extrêmement fondamentaux. Et il faudrait que l'État jette vraiment un regard beaucoup plus important sur la façon dont on gère les communes aujourd'hui, en provoquant des situations qui font en sorte que les populations soient davantage impliquées. C'est ce qu'on demande. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas... Désormais, je disais à Marois, vous avez un problème d'école. Pour construire une école primaire, ce n'est plus au ministre que vous devez vous adresser. C'est au maire. À moins qu'on ne lui ait pas transféré les moyens nécessaires. Et même jusqu'aujourd'hui, c'est lui qui choisit même de l'endroit ou de l'école ou des salles qu'il doit construire. Commençons d'abord par capitaliser justement ces acquis pour ne pas se retrouver dans des situations. Mais bientôt, nous aurons des élections. Tant que nous aurons les profils que nous avons là, peu importe le nombre d'argent qu'on mettra là-bas, ce sera difficile que cela progresse. Merci. Professeur Edmond Biloua, plusieurs participants avaient débarqué au mont Kolniada avec à la bouche le retour à la forme de l'État. Finalement, ce sera une accélération de la décentralisation avec un statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. J'ai envie de vous demander qu'est-ce qui va changer de manière concrète sur le terrain aujourd'hui, surtout pour ces régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. Alors, la commission 8 qui a planché sur la décentralisation et le développement local a proposé qu'on accorde aux régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest un statut spécial conformément à l'article 62 alinéa 2 de la Constitution qui stipule que la loi peut prendre en considération les spécificités de certaines régions en ce qui concerne leur organisation et leur fonctionnement. Bien sûr. Bon, alors, le ministre d'État Kamé Foumou qui a rappelé cette disposition de notre Constitution l'a fait parce que la discussion était devenue extrêmement chaude. Parce qu'il y avait 2 groupes dans cette commission. L'un des groupes qui voulait que le fédéralisme soit mis sur la table et l'autre groupe qui disait qu'il ne fallait pas parler du fédéralisme, il fallait plutôt parler de la décentralisation. Le Premier ministre qui était encore dans le bâtiment a dû revenir dans cette salle pour leur dire, écoutez, calmez-vous, vous pouvez parler de tout. Vous pouvez parler du fédéralisme, si vous voulez parler du fédéralisme. Vous pouvez parler de la décentralisation, si vous voulez parler de la décentralisation. Donc, ceux qui avaient proposé que on revienne au système fédéral se sont exprimés librement. Et ceux qui voulaient Est-ce qu'il y avait les chances d'un retour au système fédéral, puisqu'il n'y avait pas de commission qui pouvait plancher sur cette question? La commission 8, c'est bien la commission décentralisation et développement local, oui. Oui, mais la commission 8 pouvait très bien parler. Elle a même d'ailleurs parlé du fédéralisme. Elle a parlé du fédéralisme en longueur.
Jusqu'à ce que le ministre Akame Fumo prenne la parole et dise, écoutez, il n'est pas nécessaire qu'on impose la décentralisation aux anglophones. Si les anglophones ne veulent pas de la décentralisation, il faut leur proposer autre chose. Il a donc proposé qu'on applique l'article 62 de la Constitution, qui accorde un statut spécial. Là, on est d'accord. Et ce n'est pas, le Cameroun n'est pas une exception. Si vous lisez la Constitution de l'Espagne, il y a des régions autonomes en Espagne. Vous avez la Catalogne, vous avez le Pays Basque, il y a une troisième d'ailleurs aussi. Mais il y a et donc comme ça des régions autonomes et des régions qui ne sont pas autonomes. Donc on accorderait au sud-ouest et au nord-ouest un statut spécial et on accélérerait la décentralisation dans les autres régions pour que, en fait, ces autres régions ne se plaignent pas aussi. Parce que, comment est-on arrivé à cette situation? C'est parce que les compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest se sont plaints, ont exprimé leur désagrément. Oui. Par conséquent, pour que les autres régions n'arrivent pas là, il faut accélérer la décentralisation. Alors, ça fait et déjà... par conséquent, il faut aussi appliquer l'article 55 alinéa 2 de la Constitution qui dit que les collectivités territoriales décentralisées sont des personnes morales de droit public. Elles jouissent de l'autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et locaux. Elles sont administrées librement par les conseils élus et dans les conditions fixées par la loi. Et donc, tout est dans la loi, dans la Constitution, qui permet que les régions soient autonomes. Naturellement, l'État central va s'occuper des choses comme la diplomatie, la police, la gendarmerie, etc., etc. Alors, je n'ai pas envie de vous couper. Cela fait 23 ans quand même que cette décentralisation devait être implémentée. Elle continue de stagner. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que toutes les conditions ont été réunies pour que ces mesures adoptées puissent véritablement, si elles sont validées, bien sûr, par le chef de l'État, être implémentées? Si on ne va pas un peu plus vite, on ne va pas pouvoir régler les problèmes auxquels le Cameroun est confronté. Donc, il va falloir qu'on aille un peu plus vite, qu'on applique la décentralisation, qu'on accorde un statut spécial aux régions du nord-ouest ou du sud-ouest, qu'on délègue certaines compétences et des moyens conséquents aux régions. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous voyez que la décentralisation avait prévu qu'on accorde 1% des ressources nationales aux collectivités territoriales décentralisées. Donc, là, on est passé entre 10 ou 15%. Voilà, il a été proposé donc que ces ressources accordées aux collectivités territoriales décentralisées montent au moins à 10%. Oui. Qu'elles aillent même entre 10% et 15%. Oui. Pour que les collectivités territoriales décentralisées puissent se gérer librement, sans qu'on ait besoin de partir de Kumbo pour venir régler un problème à Yaoundé. Donc, qu'on accorde un minimum d'autonomie dans la gestion et le management des régions. Oui, alors, le problème posé par René Bonono Bakota revient donc. Est-ce qu'il n'y aura pas un risque de centralisation, une fois de plus, de ces communautés, collectivités territoriales décentralisées, avec les mêmes hommes? Le système ne risque-t-il pas de se répéter? Non, il n'y aura pas un risque de centralisation. Si vous avez lu les recommandations de la Commission 8, la Commission 8 a fait un certain nombre de recommandations. La Commission 8 a recommandé que il n'y ait plus de délégués du gouvernement. Qu'ils soient élus. Oui, qu'il n'y ait plus de délégués du gouvernement dans leur forme actuelle. Donc, s'il y a des délégués du gouvernement qui soient élus, la Commission 8 a recommandé que les préfets n'aient plus la même mise, les préfets et les gouverneurs et les sous-préfets n'aient plus la même mise sur les collectivités territoriales décentralisées. Et donc, tout concours ou tout devrait concourir à une certaine autonomisation de la façon dont les régions devraient être gérées. D'accord. René Bonono Bakota, et si ce statut spécial
accordée aux régions, aux régions anglophones créait des frustrations dans les autres régions qui vivent, comme ces deux régions du Cameroun, les mêmes frustrations, les mêmes problèmes infrastructurels. Est-ce qu'il n'y a pas des risques tels que l'a relayé la presse ce matin? On a vu par exemple cet appel qui est venu de l'extrême nord du Cameroun qui demande également ce statut spécial avec libération de quelques prisonniers issus de cette région du Cameroun. Quel est le revers de la médaille d'une telle décision? Le revers de la médaille sera le chantage national. C'est tout. Parce que on est surtout dans un contexte de chantage. Souvenez-vous les conditions de création de l'école normale de Marois. Je veux dire, la première promotion de l'école normale de Marois, où on a été obligé de prendre 5614 compatriotes ressortissants des régions du Nord du Cameroun, Grand Nord. parce que justement, il fallait résoudre ce type de problème. C'est vrai que je ne comprends pas trop bien le concept de région à statut spécial. J'attends de voir, parce que... on attend un peu de mettre ce qu'on met dans la spécificité de ces deux régions. Je ne vais pas trop me prononcer, parce que je ne sais pas est-ce que ce n'est pas une façon, si vous voulez, euphémiste de dire fédéralisme. Attendons de voir, parce que pour l'instant, on va accélérer d'un côté et de l'autre, on va donner un statut spécial. Qu'est-ce qu'on va mettre dans statut spécial? Ça, il faut encore attendre de voir, parce que là, c'est des recommandations, c'est des éléments politiques qui ont été proposés. Il faut des traductions maintenant au niveau des lois, au niveau d'un certain nombre de choses, pour voir comment est-ce que ça s'articule. Mais comme vous le dites, si on ne fait pas attention, on va justement se retrouver dans une situation de chantage qui fera en sorte que, comme vous l'avez dit, ça commence à fuser de partout. Je lisais encore aujourd'hui le Grand Bam qui demande une région. Je lisais les Bassa également qui sont rentrés dans cette foulée. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, au Son du Plus, nous avons dit qu'il faut repenser le redécoupage territorial du Cameroun, même si Monsieur le Premier ministre nous a dit lors de la rencontre que c'est possible, mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire tout de suite. Mais avec les logiques qui sont, on dit des régions à statut spécial, on attend de voir le contenu. Ce qui est important d'abord pour les Camerounais, c'est la question du développement. C'est-à-dire qu'on voudrait pouvoir voir comment est-ce que le Cameroun décolle. C'est ça le problème. Et la pratique de la gestion au Cameroun, de la gouvernance, va toujours poser un problème. C'est pour ça que je vous parlais de la décentralisation, de la centralisation. Parce que aujourd'hui, je disais encore il y a peu de jours, dans un autre cadre, que beaucoup de maires vont se retrouver en prison quand on va lancer les contrôles des différentes compétences qui leur ont été transférées avec des ressources nécessaires. Parce qu'il y a un gros problème au niveau de la ressource humaine, au niveau des communes. C'est déjà intéressant que les préfets, qui étaient comme un coup de massue sur la gestion des communes, ainsi que les gouverneurs, parce que vous savez que le budget de la commune ne peut commencer à s'exécuter que s'il a été validé par le préfet et par le gouverneur. Donc, du coup, ça paralysait complètement le fonctionnement. Et je vous rappelle que le conseil municipal pouvait prendre une délibération et le préfet dit qu'il n'est pas d'accord avec et puis ça ne passe pas. On avait donc des conflits importants, de la corruption, il fallait alimenter des réseaux. Mais là, moi, je dis une chose au Premier ministre. Ça, c'était un avis personnel. Et sortons du piège du lendemain de la tripartite de 91. Parce que c'est bon, c'est de très belles intentions, donc elles sont d'ailleurs nombreuses qui ont été proposées en 91. Elles sont nombreuses qui ont été proposées, mais sauf que sur le chemin, on les a progressivement balayées. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans la situation actuelle où nous nous trouvons aujourd'hui. Et nous avons proposé au Premier ministre qu'il fallait, au sortir du dialogue, un calendrier, un projet de calendrier de mise en œuvre de ces mesures. Que ce soit dans 10 ans, 15 ans, 20, mais qu'on voit au moins qu'on sente que cette année, on est capable de faire ceci, on est capable. Puisque c'est des propositions, maintenant le gouvernement devait les récupérer pour essayer de dire, OK, voici comment est-ce qu'on va implémenter ce qui a été proposé. Les mesures qui peuvent être prises tout de suite et maintenant, le transfert des compétences de 10%, ce n'est pas le plus difficile, ça se fait par plusieurs mécanismes. Mais progressivement, qu'on dit, OK, voilà ce qu'on va faire, voilà. La décentralisation, ça fait 25 ans qu'elle a été proposée. Mais nous en sommes encore
pratiquement à zéro. Alors, professeur Mondbeloua, il y a également une question qui était très débattue au cours de ces assises, c'est la question de la diaspora camerounaise. Il en ressort... Est-ce que je peux dire d'abord un mot sur la décentralisation? D'accord, très rapidement. Oui, très rapidement. Certaines des revendications dont on parle aujourd'hui ne datent pas d'aujourd'hui. Oui. Donc, il y a nos compatriotes Bassa qui veulent une région Bassa. Il y a nos compatriotes du Noun qui veulent une région du Noun. Oui. Les gens du Mbam-Kim et du Mbam-Inoubou souhaiteraient avoir une région. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et il ne faut donc pas penser que c'est à cause... Est-ce que ce chantage ne va pas s'accentuer avec justement... Bon, le fait qu'on ait je ne sais pas s'il va s'accentuer, mais ces revendications existent depuis belle lurette. Maintenant, pour que ces revendications ne s'accentuent pas, il faut accélérer la décentralisation. Parce qu'au finish, on a besoin de quoi? On a besoin du développement local. On a besoin de l'autonomie. Oui. Si la décentralisation est accélérée, il y aura de moins en moins ce type de revendications. Oui. C'est ce que je pense. Donc, d'ailleurs, je pense que ceux qui étaient dans la commission 8, j'ai entendu un parlementaire anglophone qui a dit on peut accorder un statut spécial au nord-ouest, au sud-ouest, mais on pourra l'étendre à d'autres régions. On n'aura pas besoin de l'étendre à d'autres régions si ces régions sont satisfaites et ne se plaignent pas. Donc la balle est dans le camp du gouvernement qui doit accélérer la régionalisation, accélérer la décentralisation, accroître l'autonomisation, faire en sorte que les gens soient contents de se gérer eux-mêmes. Si les gens sont contents de se gérer eux-mêmes, le problème ne se posera plus. Donc la balle est dans le camp du gouvernement. Voilà, je parlais notamment de cette commission en charge d'examiner les questions liées à la diaspora. Entre autres réformes, j'allais dire recommandations qui a été posée, il y a la réforme du code de nationalité pour l'adoption de la double nationalité et des nationalités multiples. Est-ce que cela pourrait permettre de déradicaliser un tant soit peu cette diaspora camerounaise qui s'est aujourd'hui montrée dissidente vis-à-vis du régime du Yaoundé? Non, il faut pas penser que toute la diaspora camerounaise, du moins tous les Camerounais qui sont à l'étranger, est violente. Non, c'est une minorité de Camerounais qui vivent à l'étranger qui est violente. La plupart des Camerounais qui vivent à l'étranger sont des bons citoyens camerounais et des bons citoyens des pays dans lesquels ils vivent. Donc c'est une minorité. Si vous prenez une centaine de personnes qui vont manifester devant un hôtel à Genève, mais il y a des milliers de Camerounais en Europe. Une centaine sur des milliers, ça ne représente rien. Oui. Mais maintenant, je pense qu'il est très important que le Cameroun règle ce problème. Oui. Beaucoup de Camerounais ont des enfants qui sont nés en Europe, aux États-Unis. Ma première fille est née aux États-Unis. Et quand vous naissez aux États-Unis, quand un enfant naît aux États-Unis, avant qu'il sorte de l'hôpital, on lui donne un passeport américain. Donc il faut régler ce problème. Qu'est-ce que ces enfants deviennent quand ils veulent venir au Cameroun, quand ils veulent venir travailler au Cameroun? Est-ce qu'ils restent des étrangers ou bien est-ce qu'ils veulent... Il y a des mécanismes, évidemment, qui permettent que ma fille, par exemple, abandonne sa nationalité américaine pour reprendre la nationalité camerounaise. Oui. Mais est-ce qu'il n'est pas possible que des citoyens du monde aient une nationalité double? Naturellement, cela a des implications. Parce qu'aux États-Unis, si vous êtes né en dehors des États-Unis, vous ne pouvez pas être candidat à la présidentielle aux États-Unis et vous ne pouvez même pas être président des États-Unis. Donc il faut régler tous ces problèmes-là. Le Cameroun n'est pas le seul pays au monde qui est confronté à ces problèmes. L'autre problème qu'il faut régler, c'est de mettre en confiance les Camerounais de l'étranger pour qu'ils aient envie de venir investir ici. Il y a toutes sortes de goulots d'étranglement qui les empêchent de venir investir au Cameroun, oui. Qui les empêchent de monter des affaires au Cameroun. Donc la balle est dans le camp des Camerounais du Cameroun. Il faut que les Camerounais du Cameroun réfléchissent à ce problème. Les Camerounais de la diaspora ont également proposé qu'ils soient représentés au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Oui. Ils ont proposé qu'ils soient représentés au gouvernement. On peut créer une agence
qui s'occupe d'eux, ou alors on peut créer un secrétariat d'État dans un ministère comme le ministère des Relations extérieures. Il y a plusieurs solutions possibles. Mais c'est une bonne chose qu'on commence déjà à réfléchir à ce problème. D'accord. René Bono de Bakota, sur ces mesures qui ont été adoptées, ces recommandations, adoptées au sein de la commission en charge d'examiner les questions liées à la diaspora, vous pensez, votre avis d'abord général sur sur l'adoption de la double nationalité ou des nationalités multiples, qu'est-ce que ça va changer au Cameroun? Écoutez, beaucoup de choses parce que vous savez que la diaspora camerounaise aujourd'hui, elle a un potentiel important. Oui. Nous parlions de la ressource humaine dans des multiples domaines. Nous sommes chaque jour au courant de ce que les Camerounais essayent de faire de l'autre côté, ceux qui sont établis ou vivent à l'étranger. Donc, c'est beaucoup de choses. Nous, au sein du PUS, d'ailleurs, on avait proposé lors de l'élection dans notre projet de société, on parle de la création d'un secrétariat d'État en charge de la diaspora au niveau du ministère des Relations extérieures. Oui. Avec même beaucoup d'autres propositions, parce qu'on parle de la conférence de la diaspora qui doit avoir lieu tous les 2 ans. Et avec une possibilité, si vous voulez, de voir justement de créer une agence d'investissement ou un guichet unique d'investissement pour les Camerounais de la diaspora. Parce que ce que le professeur rappelle, moi je connais 1001 amis, beaucoup de connaissances qui sont venus au Cameroun, qui ont même voulu investir au Cameroun, mais les pratiques et les goulots d'étranglement auxquels ils ne sont pas habitués dans d'autres milieux, côté, ils ont été obligés de repartir et ils ne fournissent plus d'efforts. Pourtant, il faut dire que ce sont des personnes, pour la plupart, qui soutiennent beaucoup de familles au Cameroun parce qu'elles s'occupent des questions de maladie, des questions de logement, des questions de nutrition, ainsi de suite, donc des problèmes sociaux de base. Alors, et du coup, c'est donc des gens qui peuvent apporter mieux. Sauf que la question de la double et de la multiple nationalité doit être très bien analysée. Parce qu'en même temps, il y en a qui l'utilisent pour autre chose. Souvenez-vous de la question de la nationalité refuge. Parce qu'il y a des gens qui viennent commettre des exactions au Cameroun et puis du jour au lendemain, ils commencent à brandir leur nationalité d'autres pays. Et on se retrouve dans des situations où on ne peut pas les juger, on ne peut pas avoir de la main mise sur eux. Pourtant, c'est des gens qui ont commis des actes suffisamment importants sur le Cameroun. Donc, je suis d'accord, vraiment favorable. D'ailleurs, c'est la logique du PUS qu'il faut réviser ce code de nationalité de 1968. Ça fait quand même longtemps, très longtemps. Nous sommes aujourd'hui en 2019 pour un code de nationalité 68. Il faut l'adapter à la réalité, mais il y a des mesures telles qu'il disait. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir créer des conditions qui doivent permettre de limiter la casse par rapport à un certain nombre de situations. Alors, j'aimerais vous faire dire un mot quand même sur cette diaspora dissidente réunie au sein de plusieurs mouvements qui s'est montrée très dissidente justement contre le chef de l'État et même le régime de Yaoundé tout entier. Vous avez sans doute en souvenir la mise à sac des ambassades camerounaises à Paris et à Berlin. Il y a la perturbation du séjour du président de la République du Cameroun tout récemment en Suisse, Paul Biya, qui se rendrait également des séjours à Lyon. Il devra rencontrer le président Emmanuel Macron jeudi plutôt. Est-ce que ce statut spécial, j'allais dire cette double nationalité qui a finalement été adoptée, pourra permettre proposer, j'allais dire, c'est une proposition. Elle n'a pas encore. Il faut changer la loi. Dans la constitution camerounaise, on ne connaît pas ce qui s'est passé. D'accord, on est d'accord là-dessus. Est-ce que cela pourra contribuer à déradicaliser justement cette frange de Camerounais qui posait ce préalable-là comme étant une des revendications fortes? Bon, écoutez, vous savez que d'abord le mot dissident que vous employez, bon, je ne sais pas pourquoi vous parlez de dissidence. Les Camerounais qui ont leur façon de s'exprimer, même si moi je ne la partage pas, parce qu'on n'a pas besoin de mettre des ambassades en sac, on n'a pas besoin de développer un certain type de comportement pour pouvoir s'exprimer. Donc je pense pour ma part que c'est un avis, c'est une opinion que je donne par rapport à leur attitude, mais que je comprends, parce qu'à un moment donné, quand vous n'avez pas d'autres options pour pouvoir vous exprimer, quand vous n'avez pas d'autres possibilités de vous exprimer, vous pouvez être tenté d'utiliser ce type de moyens. Mais il faut condamner tout de suite des exactions comme celles que nous avons vues au niveau de la mise en sac de nos ambassades, parce que ça provoque de la dépense de l'argent aux impôts
des Camerounais parce qu'il faudra encore reconstruire ces édifices et refaire tout ce qu'il y a, alors qu'on aurait pu utiliser cet argent pour autre chose. Donc, du coup, je pense qu'il faut condamner tout ce qui est en train de se passer. Oui. Moi, je pense que j'ai vu une élection présidentielle en 2018 où le professeur Bilowa et ses camarades ont été mis à mal par le débat et par le dialogue. Je suis de ceux qui pensent que c'est l'arme fatale par laquelle il faudra faire reculer les choses. La preuve, c'est que le dialogue, s'il a eu lieu, certes parce que les âmes crépitent, mais parce que beaucoup d'acteurs ont appelé dans n'importe quel des supports. Le professeur Bilowa et ses camarades, beaucoup d'entre eux n'étaient même pas favorables pour ce dialogue parce que c'était estimé qu'il n'y a pas l'identité de la personne avec laquelle il fallait dialoguer. Et la question avec qui va-t-on C'est la démocratie, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Oui, la démocratie aussi participe de ce que je dois rappeler qu'il y avait ces cas-là. Donc, pour dire que c'est le dialogue. Donc, moi, je ne partage pas, et c'est pour ça que j'ai dit que la double ou la multiple nationalité, il faudra très, très bien regarder dans quel, ou du moins dans quel secteur il faudra libérer, dans quel secteur il faudra mettre des garde-fous. Oui. Parce que nous sommes encore, qu'on le veuille ou pas, un État suffisamment fragile et il ne serait pas intéressant. On a vu plusieurs personnes ici, une fois qu'on les a, ils ont été aux prises avec la justice camerounaise où il y a eu une situation qui s'est produite. On a constaté qu'ils avaient 1, 3, 4, 5, voire 9 nationalités qu'ils commençaient à brandir pour se sortir d'affaires. D'accord. Donc je pense pour ma part que il y aura forcément des conséquences par rapport à une situation, mais il faut y aller parce que ça fait partie de la description. Nous avons près de 5 millions de Camerounais qui vivent aujourd'hui à l'étranger, oui. qui sont capables d'apporter beaucoup de choses pour le développement du Cameroun. Et je pense que si on met sur la balance ce qu'il y a à perdre ou à gagner en révisant le code de nationalité, en allant vers les recommandations qui ont été suggérées, oui, il y a plus à gagner qu'à perdre. Alors, professeur Edmond Bilowa, dans la foulée, le chef de l'État a demandé l'arrêt de poursuite contre 333 prisonniers de la crise anglophone. Selon vous, quel était l'enjeu de cette décision du chef de l'État? Bon, je pense que le chef de l'État voulait décrisper l'atmosphère. Il voulait... parce que le discours du 10 septembre 2019 était sur la voie de la décrispation, oui, sur la voie de l'apaisement. Et je pense que le chef de l'État, ayant emprunté cette voie, est en train de continuer. Vous voyez, ce n'est pas la première fois dans l'histoire du monde qu'en situation de conflit, on décide d'arrêter les poursuites et de dire aux compatriotes, revenez, on va construire le Cameroun. Vous vous souvenez de la guerre du Biafra? À l'époque, c'était Yakubu Gowon qui était au pouvoir au Nigeria et Amadou Ahidjo au Cameroun. Yakubu Gowon a dit, écoutez, on tourne la page. Tous ceux qui étaient impliqués dans la guerre du Biafra, qui étaient des militaires, on les reprend dans l'armée et on continue notre chemin. Oui. Donc, je pense que le président de la République a plusieurs fois tendu la main au groupe armé en leur offrant une amnistie, en leur disant, vous déposez les armes, vous revenez au Cameroun, on vous réintègre dans la société, on vous aide à vous installer. Et je pense qu'il est en train de continuer dans la même voie. C'est pour ça qu'il décide donc, pendant que le grand dialogue national se poursuit, de libérer 333 Camerounais. Alors, sauf qu'il y a une inquiétude justement sur la qualité de ces personnes qui ont été libérées. Donc on estime que le chef de l'État aurait peut-être dû étendre sa largesse sur les leaders séparatistes, notamment Ayoub Tabé et autres personnes qui ont été condamnées à perpétuité. Quel peut être l'effet de la libération de ces personnes? Il ne faut pas aller vite en besogne. Sur la décrispation, justement. Il ne faut pas aller vite en besogne. Est-ce que ça aura il n'est pas exclu, oui, que le chef de l'État leur accorde la grâce, oui, et qu'éventuellement, ils soient libérés. Ceux qui ont été libérés n'avaient pas encore été jugés. Par conséquent, le chef de l'État a juste arrêté la suite des poursuites. Pour ceux qui ont déjà été condamnés, on verra bien ce que le chef de l'État va décider de faire. Hein? Personne ne savait qu'il le ferait, mais il l'a fait en ce qui concerne les 333 compatriotes qui ont été libérés. Oui. Non, il faut attendre.
Donc le chef de l'État a une panoplie de mesures que lui accorde la Constitution du Cameroun. Il peut arrêter les poursuites, il peut gracier, il peut faire tout un certain nombre de choses. Oui. Donc attendons de voir ce qui va se passer. Alors, René Bonono Bakota, les pourparlers au palais des congrès, au palais des congrès de Yaoundé ont été marqués par la participation des ex-combattants séparatistes qui avaient choisi de déposer les armes pour se joindre à cette cause nationale. À cela s'ajoute l'acte du chef de l'État envers ces 333 détenus. Cet acte peut-il contribuer à déradicaliser les combattants encore en activité, les amener à intégrer les camps de désarmement, de démobilisation et de réinsertion? Oui, moi je crois. D'ailleurs, vous l'avez dit à l'entame de l'émission que nous avions posé des conditions préalables pour le dialogue. Oui. Donc l'une d'elles, c'était effectivement la libération de ces personnes, Oui. parce que nous estimions que c'était un acte suffisamment intéressant. Le plus généralement dans cette affaire, c'est qu'il y a des personnes qu'on enrôle, qu'on interpelle, qui ne sont pas forcément directement impliqués oui. dans ces affaires, qui se retrouvent dans des prisons. Donc, et ces personnes-là, en réalité, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, parce que ça participe de la crispation de l'atmosphère et de l'atmosphère politique au Cameroun. Donc, évidemment, l'une des choses qui sera intéressante à l'issue de ce grand dialogue, c'est que désormais, on sait à peu près qui sont du côté de la guerre. Ça veut dire qu'au sorti de là, ceux qui ne veulent pas qu'on progresse, parce que au moins la chose dont nous sommes en grande majorité, je dis même totalement d'accord, c'est que même un seul centimètre du territoire camerounais ne doit pas bouger. Pas du tout. Nous devons résoudre tous les autres problèmes, en tant que sauf Camerounais. la question de la sécession. Bien sûr. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Maintenant, si nous devons donc résoudre ça, il y a eu une opportunité qui devrait maintenant se traduire progressivement par les actes. Les mesures qui ont été prises rentrent justement dans ces actes-là. Il est donc important aujourd'hui que de l'autre côté, que les gens comprennent que on ne peut pas faire la guerre indéfiniment. Voilà. Il y a des choses qui ont été faites. Tout le monde, ou du moins la grande majorité de l'opinion, était d'accord qu'il faut s'asseoir. Oui. On s'est assis aujourd'hui. Il y a eu des propositions, des recommandations fortes qui ont été faites par rapport à la situation. Il est important que les uns et les autres puissent donner leur avis. Je rappelle d'ailleurs que la première émission que j'ai faite pour le compte du parti Abamenda, au lendemain de cette crise, c'était la proposition que les anglophones faisaient, du moins les moins radicaux, qu'il fallait s'asseoir, échanger, que le gouvernement pose 1, 2 ou 3, 4 mesures importantes et que l'école reprenne. Donc aujourd'hui, moi j'ai vu des acteurs clés, des leaders religieux, parce que vous savez que les leaders religieux ont une influence importante encore dans ces régions-là. J'ai vu des femmes, ce qu'ils appellent là-bas des takouben, qui ont une influence importante dans ces différentes régions, qui est impliquée dans le dialogue. Donc aujourd'hui, il sera difficile encore que ceux qui restent dans les forêts qui puissent mobiliser le soutien qu'ils avaient, ne serait-ce que de l'opinion. Professeur Edmond Biloa, comment est-ce que vous entrevoyez la suite de ce dialogue? Qu'est-ce qui devrait suivre normalement après que les recommandations aient été déposées sur la table du chef de l'État? Alors, ce qui a été dit, loin des caméras et hors micro, ce qui a été dit, c'est qu'on a demandé aux élites anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, aux hommes politiques, aux hommes de la société civile, parce qu'il y en avait aussi, aux hommes d'église, de rentrer à la base et de dire à nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest que les choses sont en bonne voie pour une sortie de crise. Oui. C'est ça qui leur a été dit. Qu'ils aillent dire à la base, qu'ils appellent même les groupes armés qui sont encore restés dans les forêts et les brousses. Leur disent, les choses sont en bonne voie pour que nous sortions de la crise. Pendant qu'on met les choses en place pour sortir de la crise, il n'est pas nécessaire de continuer à porter les armes. C'est ça qui a été dit. Oui. Maintenant, on attend également du gouvernement qu'il accélère la mise en place des recommandations qui ont été faites par le grand dialogue national. C'est tout à fait évident que le gouvernement ne prendra pas toutes les recommandations qui ont été faites.
mais au moins qu'il nous donne un chronogramme. Le président de la République, vous voulez dire? Oui, mais le président de la République a pour bras d'application, c'est le gouvernement. Donc, que le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement nous donnent un chronogramme d'application des recommandations. Parce qu'on ne peut non plus appliquer toutes ces recommandations en même temps. C'est impossible. C'est-à-dire que sur le plan pratique, ça ne peut pas se faire. Oui. Mais il faudrait un chronogramme, c'est-à-dire un programme d'application des recommandations qui ont été retenues. Il y a des recommandations qui sont applicables immédiatement. Il y a des recommandations qui prendront un peu plus de temps. Mais la régionalisation, la mise en place des régions, l'élection des exécutifs régionaux, l'autonomisation des régions, ça doit se faire rapidement. Voilà. René Bololo-Bakota, votre dernier mot sur cette question. Est-ce qu'il y a assez de garanties, selon vous, pour qu'on ne retombe pas dans le schéma de la tripartite de 91? Ben, écoutez, je suis mi-fier, mi-raisin. Je suis Thomas, mais parce qu'on a affaire à un gouvernement de roublard. C'est pas les premières recommandations fortes, c'est pas les premières propositions fortes qui sont formulées, et que par la suite, sur le chemin, on les a progressivement mis les cas avec la fameuse phrase justement que les choses seront progressivement mises en place. Et justement, les Camerounais qui le savent, ils sont suffisamment sceptiques. L'autre chose qui me permet de dire, ce sera difficile parce que le contexte aujourd'hui, il est surchauffé de part et d'autre. Et par conséquent, il serait important qu'on mette tout de suite, c'est-à-dire qu'on montre des indicateurs, que effectivement, ce que moi j'attends, par exemple, c'est que le président de la République conseille un conseil ministériel pour justement analyser toutes ces questions, parce que ça, c'est des recommandations qui sont des trucs politiques. Il faut maintenant un conseil ministériel avec les différents conseils de cabinet qui doit pouvoir travailler sur ce qui est possible d'être fait. Ce serait intéressant, je le disais, comme un calendrier. C'est-à-dire, on se dit, bon, ok, telle mesure, s'il ne peut pas être mise parce qu'elle dépend de la mise en œuvre de telle autre. Et avec ça, ça va permettre de dire, bon, on sait que dans 5 ans, forcément, voici ce qu'on a droit. Dans 10 ans, voilà ce qu'on peut avoir droit. Et les gens ont donc des indicateurs d'évaluation. Or, tant que nous restons dans cette perspective, le message que le professeur Bilo a lu, s'il lit le message du président de la République au lendemain de la tripartite, il n'y a pas une grande différence. Il peut aller le vérifier. C'est pratiquement le même message qu'il a adressé aux participants qui sortaient de la tripartite. Il a réitéré le même message pratiquement. Donc, je ne dis pas qu'il va faire la même chose qui s'est passée après la tripartite de 91. Mais moi, je l'ai dit dès le premier jour, il faut sortir de la tripartite. D'ailleurs, il n'a pas le choix aujourd'hui parce que le contexte est tel que les gens vont continuer à mettre la pression. Parce que les recommandations, les gens se sont parlé. Il faut maintenant qu'on mette ces mesures en œuvre. Mais je reste extrêmement sceptique. Parce que vous ne pouvez pas demander à des hommes qui ont une façon de se comporter et du jour au lendemain, parce qu'il y a eu un dialogue, ils changent subitement de façon de faire. Alors, il faut que la pression reste suffisamment sur le gouvernement pour qu'il puisse mettre en œuvre ces mesures. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons continuer à faire dans notre rôle d'opposant. Merci à vous. De la nécrologie au milieu de cette émission, vous le savez sans doute déjà, l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun est décédé, Bernard Antio Mouna. Il est donc décédé ce dimanche à Yaoundé de suite de courte maladie telle qu'annoncée par ses proches. Je vous propose au cours de cette émission son portrait qui ce soir porte la signature de Gabriel Messina-Fouda. Bernard Mouna n'est plus. C'est dimanche dernier que l'avocat décède de suite d'une longue maladie à l'hôpital général de Yaoundé. À 79 ans, Bernard Mouna était magistrat puis bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun. Il fut également une figure politique au pays à cause de sa candidature aux élections présidentielles de 2011 en fondant le parti AFP, Alliance des forces progressistes. À cette occasion, Bernard Mouna propose une nouvelle constitution et le rattrapage du retard pris en matière de développement par la lutte contre la corruption. Plusieurs analyses internationales relèvent le dynamisme de sa candidature et pour la première fois, le fait qu'un candidat fasse usage d'Internet par le biais d'un site officiel et des réseaux sociaux. Sur le plan international, le fils de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Salomon Tanden Mouna,
a été ancien procureur du tribunal pénal international pour le Rwanda de 1997 à 2002. Maître Bena Acho Mouna était le frère d'Akere Mouna et de Amatoutou Mouna. Il est né le 27 mai 1940 à Kumbo, région du nord-ouest Cameroun. Il était surnommé souvent Ben Mouna. Une triste nouvelle qui est tombée ce dimanche tel un couperet. Professeur Bilois, peut-être une réaction avant que nous ne poursuivions les débats sur le décès de l'ancien bâtonnier, Maître Bernard Ancho Mouna. Oui, j'ai appris la nouvelle quand j'étais sur un plateau de radio. J'étais surpris parce que je ne savais pas qu'il était malade. Oui. J'ai rencontré Ben Mouna il y a longtemps de cela. On s'était rencontrés à l'aéroport. Moi, j'étais en train de me déplacer lui aussi. On avait pris le même avion pour aller en Europe. Et donc, c'est à cette occasion que je l'ai rencontré pour la première fois. Je le voyais à la télévision, mais on n'avait jamais parlé. C'est un homme qui parlait très bien français et anglais, comme d'ailleurs tous les enfants du père Mouna. Et c'est dommage que le Cameroun perde un homme comme lui, qui aurait pu continuer à alimenter le débat politique au Cameroun. Bonono Bakota, un homme qui a énormément lutté pour la quête des libertés au Cameroun. On se souvient de son rôle, ce rôle qu'il a joué dans ce fameux procès Yonder Black. Vous, quel est le souvenir que vous avez? Mais écoutez, moi j'ai rencontré le bâtonnier Mouna fortuitement comme ça au cours d'une rencontre. On était avec des amis, j'accompagnais certains hommes politiques. C'est un monsieur qui, pour moi, s'est battu pour les libertés publiques, il s'est battu pour des meilleures conditions de vie du Cameroun. Vous vous souvenez qu'il est parti du SDF au moment où il sentait que ce n'était plus possible pour lui d'accompagner véritablement, ou du moins de traduire dans les faits sa vision qu'il avait du développement pour créer son parti, l'AFP, qui était une coalition de plusieurs partis politiques. Je pense que c'est quelqu'un qu'il faut saluer. C'était aussi un homme de paix parce que il faisait partie de ces personnes-là qu'on présentait comme les moins radicaux par rapport à la crise que nous avons dans des régions du nord-est, sud-ouest. Et il faut dire que de moins en moins, quand même, il apparaissait sur la scène publique, preuve qu'il y avait déjà peut-être quelque chose qui n'allait pas. Donc je salue sa mémoire et je pense qu'il a laissé des personnes suffisantes pour continuer le noble combat qu'il a si bien commencé, qu'il a si bien poussé jusqu'à la limite de ses moyens. Depuis le 5 octobre dernier, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ses alliés et ses militants incarcérés à la prison centrale de Yaoundé ont bénéficié d'un arrêt de poursuite suite à une décision du chef de l'État, le président de la République, Paul Biya. Dans les dessous de cette libération, l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique révèle que l'opposant camerounais, arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle, a été libéré après d'intenses négociations avec le régime de Paul Biya. Faux, rétorque le collectif d'avocats assurant la défense des prisonniers du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le représentant du MRC convié sur ce plateau n'est finalement pas arrivé, mais je me tourne vers vous, professeur Edmond Bilois. Cette autre libération qui est intervenue après celle des 333 prisonniers anglophones, comment est-ce que vous l'avez accueilli, la libération du professeur Kamto? Je pense que ça participe aussi de la décrispation, de l'apaisement. Oui. Ceux des sympathisants à la cause anglophone qui ont été libérés, certains d'entre eux étaient des anciens combattants qui avaient commis des exactions. Et donc, quand on ne pouvait pas mettre sur la balance certaines exactions qu'ils avaient commises et ce qui était reproché aux militants du MRC. Donc, le président de la République ayant décidé d'arrêter les poursuites contre certains de ses militants, certains de ses compatriotes qui avaient commis des exactions extrêmement graves, il était dans l'ordre des choses qu'il arrêta les poursuites aussi contre les militants du MRC qui avaient
prôné la désobéissance civile en ne respectant pas les instructions du préfet ou du sous-préfet. Donc je pense qu'on ne pouvait pas, à mon avis, et je pense que c'est la logique qui a prévalu à la décision du président de la République, on ne pouvait pas garder les militants du MRC dans des maisons d'arrêt juste parce qu'ils avaient décidé de manifester. Oui. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'on a arrêté les poursuites contre eux. Mais je pense aussi que c'est une très bonne chose parce que ça décrispe l'atmosphère politique. Vous voyez que nous sommes à la veille des élections législatives et municipales. Et le MRC aurait été terriblement handicapé en allant aux élections législatives et municipales sans ses leaders. Maintenant, le MRC a récupéré ses leaders. Le MRC peut se préparer sereinement. On ne peut plus parler de jeu inégal. On ne peut plus dire que le pouvoir en place, qui est majoritairement issu du RDPC, les a maintenus en place pour gagner facilement les élections. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne chose que les militants du MRC aient été libérés, et je pense que c'est l'opinion de la plupart des Camerounais. Voilà. Bonono Bakota, au-delà de cette volonté de décrisper l'atmosphère socio-politique, l'hebdomadaire Jeune Afrique révèle que le président du MRC aurait été libéré après des multiples négociations avec des émissaires du président de la République lui-même. Dans le fond de cette négociation, il y a entre autres l'arrêt des contestations post-électorales. Au-delà de la décrispation, quel peut être l'enjeu politique de cette libération, de cet arrêt de poursuite, pardon? D'abord, il faut dire que moi j'ai salué cet acte, je l'ai dit à l'entame de l'émission, parce que dans le contingent de gens qu'on a libérés, j'ai mon ami le docteur Folefa Christian, qui en fait partie, dont j'ai eu le plaisir, je me préparais d'ailleurs à aller dimanche en Fou, parce que désormais c'était de ce côté-là qu'il était déporté pour la prison. Donc, pendant que je me préparais à aller en Fou, j'ai appris la nouvelle le vendredi qu'il y a eu l'arrêt de poursuite. Ce que j'ai fait rapidement, c'était déjà de chercher à savoir s'ils faisaient partie de ceux qu'on devait libérer, puisqu'ils avaient une affaire pendante à Ikounou, liée aux émeutes qu'il y a eu à la prison centrale de Conakry, dont nous avons commenté d'ailleurs ici l'actualité. Donc je pense pour ma part que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que jusqu'ici, ce qui caractérisait quand même M. Biya, c'est qu'il n'avait pas de prisonniers politiques, ou du moins, il n'avait pas des prisonniers qu'on pouvait assimiler à des prisonniers politiques. Mais avec la question des leaders et des militants du MRC, qu'on le veuille ou pas, il y avait quand même si vous voulez, une assimilation à des prisonniers politiques, puisque finalement, le tweet que lui-même révèle dit que c'est des gens qui ont été arrêtés dans le cadre de la contestation des résultats de l'élection présidentielle 2018. Voilà. Dans ce contexte-là, ça veut dire que c'est des prisonniers politiques, parce qu'en réalité, ils ont contesté des résultats d'une élection, et c'est pour cette raison qu'ils se sont retrouvés en prison. Je prends le tweet de M. le Président de la République lui-même qui annonçait la libération de ces personnes. Donc il fallait le faire. Et je pense pour ma part que de l'autre côté, le MRC également doit pouvoir, si vous voulez, créer des conditions qui permettent de progresser sereinement dans la politique. Le débat aujourd'hui sur la question du hold-up électoral est un débat qui sera difficile à continuer à porter. Parce que les Camerounais ont quand même montré que c'est peut-être pas l'option, ou du moins de cette façon-là qu'il faut pouvoir régler les choses. Je pense pour ma part qu'aujourd'hui, et j'ai salué beaucoup son tout premier discours à la sortie de la prison, qui était un discours d'apaisement, qui était un discours un peu différent de celui ou de ceux qu'on a suivis peut-être à la veille de son arrestation. Donc pour moi, il y a un débat. Si oui, il y a eu des conditions, ça personne ne peut le dire. Et je dis que le collectif des avocats de professeur Kamto et de ses militants sont mal placés pour réagir, parce que c'est pas des négociations de droit. C'est le collectif d'avocats, ils sont là portés pour défendre des causes de leurs clients devant les tribunaux, ainsi de suite. Mais ce n'est pas eux qui font les négociations politiques. Donc, et je n'ai pas d'ailleurs compris pourquoi est-ce que ce soit Maître Sop qui se soit précipité à répondre, alors que nous savons que le MRCA
un responsable de la communication. Le président Kamto a un porte-parole jusqu'à preuve de contraire. Oui. Mais on ne comprend pas que ce soit Maître Sop qui soit monté au créneau. Moi, je pense que je ne le connais pas comme responsable du Cette formation MRC. politique, oui. Donc, du coup, il est mal placé pour pouvoir répondre à une telle situation. La preuve, c'est que même quand le président a fait l'arrêt des poursuites, il y a eu une audience de libération. Oui. C'est à ce niveau-là qu'il intervient en tant qu'avocat. S'il y a des négociations politiques, ce n'est pas à lui de venir dire qu'il n'y en a pas eu ou pas. D'accord. Le droit a dit, le président de la République a arrêté les poursuites, et ça, d'un point de vue du droit, c'est bon. Mais c'est difficile de dire aujourd'hui, dans un camp comme dans l'autre, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Y a-t-il eu des négociations ou pas? Peut-être que l'avenir de la politique nous dira, mais c'était important de décrisper, c'était important que ces Camerounais soient à l'extérieur et que les batailles effectivement qui arrivent, que nous puissions avancer. C'est dans le cadre de la démocratie, de l'échange que nous pouvons faire construire notre pays. La preuve, c'est qu'on est sorti du palais de congrès. Oui. Je n'ai pas été informé de ce qu'il y a eu même une égratignure d'une personne. Pourtant, les gens se sont parlé, ils se sont dit des choses, c'était à cœur ouvert, les gens s'exprimaient. Les débats étaient parfois houleux. Du coup, je pense pour ma part qu'il faut qu'on continue dans cette perspective-là, merci. dans un camp comme dans l'autre. Merci. Professeur Edmond Biloa, la presse cette semaine a traité justement sur cette décision du chef de l'État comme étant le résultat d'une pression venue de l'étranger. Je vous pose la question, Paul Biya a-t-il cédé à la communauté internationale en procédant à la libération de Maurice Kamto, quand on sait que plusieurs organisations internationales et même plusieurs États, comme les États-Unis, qui a réagi à travers le Congrès américain, avaient appelé à la libération du professeur Maurice Kamto, ses alliés et ses militants. Le chef de l'État a-t-il cédé à cette, entre guillemets, pression? Oh, je ne pense pas. Ces appels à la libération des militants du MRC, ils ont quel âge? 8 ou 9 mois. Donc, depuis le jour où les militants du MRC et leur président ont été envoyés dans les maisons d'arrêt, les appels à la libération n'ont cessé de fuser. Mais le Cameroun n'a pas bougé. Donc, le président de la République, il pose un acte quand il veut le faire. Donc, il n'aime d'ailleurs pas que les gens interfèrent dans les affaires de la République du Cameroun. Tout comme lui, il n'interfère pas dans les affaires des autres pays. Est-ce que vous l'avez entendu un jour dire à la France, ce n'est pas comme ça qu'il faut traiter les gilets jaunes? Est-ce que vous l'avez entendu dire un jour à Donald Trump, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut traiter les immigrants latino-américains qui viennent aux États-Unis? Non. Est-ce que ces organisations... Et donc, moi, je ne crois pas à la thèse... Sur les moi, je ne du crois Cameroun. pas. Moi, je ne crois pas à la thèse des pressions. La thèse des pressions. Il a agi D'ailleurs, délibérément. le meilleur moyen de ralentir le processus au Cameroun, et ça, tout le monde peut le vérifier, c'est d'intervenir publiquement. Il y a une diplomatie qui peut être plus discrète et plus efficace. Donc, quand vous intervenez publiquement, vous intervenez dans les médias, vous demandez qu'on libère X ou Y, écoutez, ces gens ont passé 8 ou 9 mois en prison. Hein. Voilà. Donc, comme l'a dit d'ailleurs le président de la République lui-même, dans un discours au peuple camerounais, les affaires du Cameroun se règlent au Cameroun. Les affaires du Cameroun se règlent au Cameroun. Et quand vous voulez faire intervenir des pays amis, des pays tiers, ça complique la chose. Voilà. Maintenant, il faut espérer que les militants du MRC et leurs leaders auront appris quelque chose de cet épisode de leur vie. Parce que il y a des moyens de recours lorsque un sous-préfet ou un préfet interdit une manifestation. Il faut épuiser les moyens de recours. Même si on dit que les moyens de recours n'aboutissent pas toujours à des résultats concluants. Mais il faut quand même chercher à les épuiser. Ouais. Le bras de fer avec l'administration, ce n'est jamais conseillé.
Donc, j'espère qu'ils auront appris quelque chose de cet épisode. Est-ce que cette situation, justement, l'arrestation des militants du MRC et toutes ces mesures qui ont été prises par la suite, j'allais dire tous ces appels à leur libération venus de l'international, ne devraient pas amener peut-être le gouvernement camerounais à reconsidérer sa perception du jeu politique et même démocratique aujourd'hui? Notamment, vous parlez de la question des libertés publiques. Est-ce qu'il s'agit du jeu démocratique? Quand vous avez... Il y a la question des libertés publiques, par exemple. Oui, je suis d'accord avec vous. On peut parler des libertés publiques. Mais quand vous avez un leader ou un allié du MRC, comme Albert Zonga, qui va à une télévision concurrente et qui dit « Nous allons rendre le Cameroun ingouvernable ». Vous avez lu le code de procédure pénale? Le code de procédure pénale dit que si vous avez même l'intention, vous avez seulement l'intention de déstabiliser le Cameroun, vous pouvez être condamné à perpétuité. Mais lui, il le dit ouvertement, nous allons rendre le Cameroun ingouvernable. Dans quel pays au monde peut-on tolérer ce genre de discours? C'est ce qu'il a dit. Et le malheur du leader du MRC, c'est qu'il s'est entouré de gens qui bavardent beaucoup. Le même Albert Zongan, à peine est-il sorti de prison, a dit que le MRC s'est allié aux ambazoniens. On pourrait l'arrêter même tout de suite. C'est-à-dire qu'il s'est allié aux ennemis de la République du Cameroun. Alors, si on appliquait le droit, ces gens-là resteraient en prison à perpétuité. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous allez rendre le Cameroun ingouvernable. Ce n'est plus de la politique, c'est de la déstabilisation. Et leur logique était une logique insurrectionnelle. On a vu ce qui est arrivé au Soudan. On a vu ce qui est arrivé en Égypte. Quand les gens sont perpétuellement dans la rue, ça devient un foyer de déstabilisation. Et on a déstabilisé le pouvoir au Soudan, on a déstabilisé le pouvoir en Égypte, on a déstabilisé le pouvoir en Algérie. C'est ce qu'ils avaient l'intention de faire. C'était donc une logique insurrectionnelle. Est-ce qu'au gouvernement ne devrait pas faire des concessions à ce niveau? Et donc vous voyez que le président Paul Biya, c'est un grand homme. Est-ce qu'au niveau du gouvernement... Il pardonne tout ça. Professeur Biloa. Il pardonne tout ça. Professeur Biloa, est-ce qu'au niveau du gouvernement, on ne devrait pas faire des concessions à ce niveau, justement? Lesquelles? Au niveau sur la question des libertés publiques. Les gens sont suffisamment libres. Il y a cette problématique posée par les partis politiques d'opposition. Si l'objectif de l'opposition... Qui voit leur manifestation être interdite de manière systématique. Monsieur Diongo, si l'objectif de l'opposition, c'est d'amener les gens dans la rue, de faire en sorte que les gens ne quittent plus la rue, pour que la rue devienne un foyer de déstabilisation, pour obtenir ce qu'ils n'ont pas pu obtenir par les urnes, en ce moment-là, vous, à la place de la République, qu'est-ce que vous feriez? Vous les feriez arrêter. C'est ce qui est arrivé au Soudan. Quand les gens sont restés dans la rue des mois et des mois en disant qu'ils réclamaient du pain. Vous voyez? C'est ce qui est arrivé en Algérie. Et qu'est-ce que le pouvoir algérien actuel a fait? Il a mis fin à cet état de choses. Oui. On ne peut pas gouverner à partir de la rue. N'importe qui à la place du pouvoir camerounais aurait fait la même chose. Quand un leader politique dit que on va rendre le Cameroun ingouvernable, quand un leader politique dit qu'ils ont proposé qu'on forme des forces paramilitaires pour débarquer les ambassadeurs camerounais des ambassades, des représentations camerounaises à l'étranger, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Vous, monsieur Ndjongo, vous aurez fait quoi? Vous aurez arrêté. Parce que c'est le désordre. On ne peut pas tolérer que dans une république qui se respecte, les gens disent des choses de cette nature. Merci. Monsieur Bolono, une réaction? Écoutez, moi, je pense que le professeur Loa doit savoir que l'expression de la rue, c'est aussi la démocratie. Je crois que la démocratie, c'est une question de rapport de force. L'essentiel, il ne doit pas être interdit, puisque d'ailleurs la loi autorise de manifester. Donc on peut aller dans la rue, on peut même en faire un foyer, ce n'est pas un problème, tant qu'on reste dans l'orthodoxie, où on ne casse pas, où on n'empêche pas aux autres de pouvoir mener leurs activités. Oui. C'est ça qu'il s'agit. Et il y a un gros problème sur les dérives
des droits publics au Cameroun. Des libertés publiques. C'est des libertés, c'est un fait. C'est-à-dire qu'il y a des manifestations publiques qui sont systématiquement refusées, même si je suis d'accord que, je l'ai d'ailleurs dit, que le MRC aujourd'hui gagnerait à avoir une autre option politique. Parce que à un moment donné, notamment au lendemain de l'élection présidentielle, tout le monde passait à trépas en termes d'insultes et tout. Il suffisait de ne pas être d'accord avec une certaine logique qu'on vous taxait de ceci. On a fait naître des concepts nouveaux qui ont, si vous voulez, caressé et entretenu la vie politique au Cameroun. Nous devons faire de la politique et aller vers l'avant. Il a parlé de l'Algérie, il prend juste des aspects de l'Algérie. C'est la rue qui a fait en sorte que M. Bouteflika abandonne le pouvoir. Même au Soudan, c'est la rue qui a fait en sorte à un moment donné que, comment vous l'appelez là, qu'il puisse abandonner le pouvoir. Donc c'est pour dire que l'essentiel, ce n'est pas de dire la rue. Et puis même, lorsqu'on a été élu avec un pourcentage aussi important, on ne devrait pas avoir peur de la rue parce qu'on est sûr que ceux qui iront à la rue ne seront pas nombreux. On laisse les gens manifester. Et on manifeste et on canalise comme on voit de part et d'autre, sans que les gens ne rentrent dans les casses. Mais le problème, justement, le professeur Biloa, il le sait, c'est que chaque fois qu'il y a des marches, c'est le pouvoir même qui introduit des gens à l'intérieur des marcheurs. C'est eux qui sont les premiers à provoquer les casses. Donc, c'est pour dire que laisser les gens manifester. Je l'ai dit tout à l'heure, au lendemain du dialogue, mais regardez l'atmosphère politique. Il n'est plus autant tendu qu'il y a, par exemple, 1 mois ou 2 mois aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a suffisamment progressé vers une ou deux choses. La simple raison, c'est que quand vous avez même votre enfant ou votre épouse à la maison, quand elle est fâchée, lorsque vous le laissez au moins s'exprimer, ça permet de décrisper d'abord sa colère. Mais si vous êtes dans une perspective où les gens sont en colère, ils sont étouffés, c'est ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux, au point où on dit tout et n'importe quoi, parce que les gens n'ont pas d'autres créneaux pour pouvoir s'exprimer normalement. Et moi, je pense pour ma part que l'une des recommandations qui aurait dû peut-être naître de ce dialogue, c'est de créer des conditions permanentes de ce type de rencontre. Pour qu'on puisse à chaque fois examiner les problèmes du Cameroun, entre institutionnaliser, puisque le débat à l'Assemblée, c'est une chambre d'enregistrement, le Parlement, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat. Il faut donc créer des conditions pour que les gens se parlent. Il a suffi que les gens s'asseyent, qu'ils se parlent, qu'ils échangent, pour qu'on puisse quand même se dire, bon, vraiment, mettons d'abord ceci en œuvre, on voit où nous sommes en train de partir. Vous avez parlé de la question du fédéralisme. Avant ça, tout le monde en parlait, tout le monde, même les anglophones ont sorti de là. On dit, ok, région à statut spécial, ça peut encore aller, mais on n'aurait jamais trouvé cette solution ou on n'aurait jamais avancé. Si on ne s'était pas assis, si on s'était pas assis. Débattre. Donc, il faut laisser les gens s'exprimer de part et d'autre. Vous avez la majorité obèse de part et d'autre, mais laissez la minorité s'exprimer. Il le disait lui-même à un moment donné. Fut-il minoritaire, il faut laisser les gens s'exprimer. Et on ne doit pas imposer aux gens un certain nombre de situations parce qu'on est minoritaire. D'accord. C'est tout. Merci à vous, cher monsieur. Nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de votre émission Chantier Politique. Merci, professeur Biloa, d'avoir fait le déplacement. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci à vous, Rodé Bonono Bakota. On espère qu'on pourra se retrouver très prochainement pour un aussi beau plateau. Quant à vous, mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés. On remercie également toute la grande équipe technique qui ont permis la réalisation de ce programme. On remercie Christian Tamo à la réalisation. On remercie William Kamga. On remercie notre chroniqueuse Gabrielle Messina Fouda et toute la rédaction de Humanitarian TV. Je vous donne rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 21h. Bonsoir.